débat. Prince Bill Haïtidi. Actu débat démarre ici et maintenant. En studio, nos invités sont déjà superbement bien installés. Jules Léandre Kéti, consultant média, Alphonse Moïse Soudé, journaliste et chers invités, bonsoir. Bonsoir, Maurice. Mise en onde et prise de vue, Patrice Béja, Blaise Sakla. Bonsoir, chers amis auditeurs et bienvenue. La crise Bénin-Niger a pris, vous le savez, une autre dimension avec l'arrestation au Bénin la semaine écoulée de ressortissants nigériens. Nous en parlerons dans Actu et débat de ce soir. Les professionnels des médias, eux, étaient aux urnes dimanche. Nous apprécierons également le scrutin avec nos invités. Mais nous démarrons avec le BEPC lancé ce jour. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024, planche dès ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est un brevet réformé. Première session cette année, Alphonse Moïse Soudé. Oui, jusqu'à l'année dernière, les candidats avaient le choix entre PCT, espagnol ou allemand, mais cette année, PCT est obligatoire pour tous les candidats et vous avez l'option entre espagnol ou allemand. Donc c'est la première édition. À la fin de l'examen, après la correction, on va évaluer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des candidats qui passent le BPC avec l'allemand ou l'espagnol, mais qui désirent aller en série scientifique. Vous n'avez pas fait. Vous savez, quand on parle de série scientifique, il faut être bon en PCT, en SVT et en mathématiques. Donc on a voulu donner la même chance à tout le monde parce que c'est une question de choix. Si vous ne faites pas le bon choix en troisième, vous aurez des difficultés à évoluer dans la série scientifique. Donc je dis que au cours de l'année, depuis l'année dernière, que ce soit les candidats, que ce soit leurs parents, ils ont été sensibilisés sur ce nouveau modèle de composition. Donc tous les candidats savent que PCT désormais est obligatoire et il y a la matière optionnelle entre allemand ou espagnol. Donc je souhaite à tous les candidats une bonne composition et je voudrais par rapport à ça dire aux parents, parce que je l'ai déjà remarqué, l'enfant finit de composer, éviter de discuter de l'épreuve avec l'enfant. Vous pouvez en discuter à la fin de la composition, mais si après chaque matinée ou bien chaque soirée l'enfant rentre, on est obligé de revenir sur l'épreuve. Ça trouble l'enfant. S'il se rend compte qu'il a fait des erreurs, le lendemain il ne sera pas aguerri. Moi j'ai même vu des répétiteurs parfois débarquer au centre à midi, discuter de l'épreuve avec l'enfant. C'est anti-pédagogique. Psychologiquement, ça ne renforce pas les capacités de l'enfant. Donc, laissez les enfants composer, ne les troublez pas, parce que les enfants d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est 13 ans, 14 ans, maximum 15 ans pour aller au BPC. Donc, c'est encore des gamins qui se cherchent. Donc, il faut que les parents juste les accompagnent émotionnellement. Mais il ne faut pas qu'on fasse des remontrances à l'enfant. Ah, ici, c'est X, c'est Y, tu as fait erreur d'ici. Non, quand il va finir de composer, vous lui laissez le temps de respirer. Peut-être 72 heures après la fin de la composition, vous pouvez discuter des épreuves avec lui. Alors, Léandre Kéti, le choix de réformer le BEPC, est-ce que ce n'est pas un choix risqué pour les éducateurs, pour le gouvernement? Alphonse Moïse n'a que peint les avantages de ce choix-là. Est-ce que cela ne va pas influer négativement sur les résultats? Parce qu'on connaît le penchant de nos enfants, de nos élèves pour les épreuves scientifiques. Non, je pense que aussi bien ceux qui parlent de réforme dans le BPC que vous-même, votre question, je trouve tout cela vicieux. Ce n'était pas déjà normal, réfléchi, que la matière PCT, ce que vous appelez PCT aujourd'hui, c'est pas ce qu'on appelait physique-chimie avant? Tout à fait. Alors, regardez ce qu'on met dans ces matières-là. Est-ce que c'est normal qu'un enfant qui prépare le BPC, on décrète qu'il est suffisamment taré pour que sa tête ne puisse pas recevoir une certaine dose de cette matière-là? Dans cette matière, vous avez beaucoup de choses que nous pratiquons tous les jours, même dans la vie de la personne qui veut vendre du tchakbalola. Il y a de la chimie. La fille qui va faire la chimie, quand elle va sortir après,
Quand vous lui dites, nos mamans là, vous croyez, j'ai toujours demandé à ma mère comment sans prendre des cuillères pour savoir que c'est tel gramme de sel, de tel gramme de tel, qui font les compositions et puis la sauce est très succulente. Non, ça ne s'en prend pas en troisième, hein? Ça, non, attendez. Moi, je parle de la chimie. Quand vous prenez la chimie à chaque niveau, il y a le minimum qu'on apprend aux enfants. D'accord? L'enfant qui va au BEPC, ce qu'on lui apprend en sciences physiques, c'est très utile pour lui. Et l'enfant, même s'il est champion dans toutes les matières littéraires, moi, c'est pas pour ramener les choses à moi. Moi, quand j'étais au CEG Souvlery, je préparais mon BEPC. Il n'y avait même pas de second cycle. Vous voyez, quand j'arrivais à me taper mes 15 ans en biologie, mais quand en physique et en mathématiques, il y avait des camarades qui tapaient les 18 et que j'étais autour de 12. Et donc, qui me dépassaient. Et il y avait compétition de physique, chimie et de mathématiques dans l'établissement. Mais moi, j'ai appris que le directeur de l'établissement, monsieur Arro Sébastien, je me rappelle le nom encore, était un professeur de français. Je suis allé dans son bureau, téméraire, on a trouvé que c'était... J'ai dit, mais il faut qu'on ait un concours de littérature aussi, parce que dans ces matières-là, j'étais champion. Et moi aussi, j'ai pu avoir mes prix. Mais pour rien au monde, je n'étais prêt à ce que, déjà en troisième, qu'on me dise de laisser sciences physiques au profit de espagnol, allemand. Parce que, non, les langues là, moi je ne sais même pas s'il faut les appeler matière littéraire. Ça c'est un autre débat. Même les enseignants, Moïse et ses amis, ils nous diront après comment il faut faire pour que même ce que vous appelez matière littéraire là, soit appelé des sciences. Parce que tout cela, c'est des sciences. C'est parce que vous avez appelé les autres littéraires que vous êtes obligé de trouver que c'est maths, physique qui constituent les sciences. Donc, tous les enfants, selon moi, devraient faire ça. Après, l'enfant, dans la classe, s'il y a 50 enfants, on peut remarquer que vous en avez 20 qui sont moins enclins à s'investir dans PCT. Et après, dans l'orientation, on pourra les amener vers des disciplines où ce ne serait pas la matière principale pour eux. Mais ils auront toujours besoin de ça. Donc pour moi, on n'a fait aucune réforme extraordinaire. C'est une bonne option. On a simplement corrigé quelque chose qui me paraissait, qui ressemblait pour moi à une aberration. Maintenant, espagnol, allemand, anglais. Les réformes doivent aller à ce niveau-là. On n'a pas besoin de filière pour apprendre ça. C'est des langues. L'enfant qui n'a même pas été à l'école formelle, là, il faut lui apprendre une langue comme un moyen, un vecteur de communication, un transport de messages. Même quand vous prenez au collège jusqu'à l'université, et il faut que ça commence par le BEPC déjà, et qu'on explique aux gens que les langues, moi je n'ai rien contre ceux qui ont fait doctorat en anglais, en allemand et tout, parce que quand vous apprenez les langues des autres pour communiquer, selon moi, après si vous devez passer bac plus 7 ans pour faire doctorat dedans, pour aller maîtriser la civilisation des autres, alors que quand vous prenez les cours d'histoire-géographie, vous avez très peu de choses concernant le Bénin, l'Afrique, pour que les enfants puissent continuer à être eux-mêmes. Avant d'aller à la rencontre des autres cultures, je pense que les réformes sont ailleurs. Merci au gouvernement qui a compris que c'était une erreur. Donc, quand on parle de réforme, bon, peut-être que c'est le mot qu'il faut. Mais moi, réforme, ça sonne dans ma tête comme une innovation, quelque chose qu'on vient de créer. Non, c'était une injustice qui a été réparée. Et ça ne peut être aucun problème. Je comprends. Là, c'est là où je vous provoquais en disant qu'il y avait quelque chose de vicieux dans votre question. Pour vous, vous craignez que le fait de faire comme ça puisse jouer sur les résultats. Moi, je demandais juste si la réforme... non, vous savez... en griffe n'est pas osée. Non, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Gouverner, c'est oser. Oser en bien. Il fut un temps, et vous allez voir que la série C a disparu de beaucoup de collèges parce que les enfants trouvaient que les maths physiques, les PCT étaient rébarbatifs, ils n'y allaient pas. Et vous allez constater que les classes de série littéraire étaient bombées, mais vous allez en série scientifique, il y en a. Aujourd'hui, vous allez dans des collèges, il n'y a même pas de seconde C, il n'y a pas de première C, il n'y a pas de terminale C parce que les enfants estiment que c'est plus facile.
d'avoir 18 en espagnol au BPC que d'avoir un certain 12 ou 14 en PCT. Donc, ils ont commencé par négliger et tout le monde. C'est la faute aux éducateurs. Donc, je dis, écoutez, moi, j'ai fait ce que j'ai dit dans ton pas, j'ai fait une troisième, je passais en seconde, on m'a classé en seconde C. Oui. J'ai dit à mon père, je n'irai pas en seconde C. J'ai fait seconde littéraire. Ça, mais ça, c'est la meilleure option. Le directeur, c'est Théville, oui, il est encore en vie. Mon professeur de PCT, c'était Raymond, qui n'était pas d'accord avec moi. Il dit, mais tu ne peux pas aller là-bas. J'ai dit, écoutez, c'est une question de... Je me sens à l'aise. Donc, je dis, il faut, à un moment donné, il faut reconnaître qu'à un moment donné, on a reproché aux professeurs de PCT, de mathématiques, d'être très dur avec les apprenants. Ça fait qu'après le BPC, les enfants, beaucoup n'allaient plus dans les séries scientifiques parce qu'ils estiment qu'on a fétichisé ces matières-là. Donc, les enfants, à un moment donné, même celui qui n'a pas des dons en littérature, bon, il se retrouve en seconde AB. Et puis, parce que quand vous allez pour les séances d'orientation, vous vous rendez compte que la fiche envoyée aux parents, le parent dit, je veux que mon enfant aille en série AB, mais vous vous rendez compte que quand vous faites la somme des matières, le petit, il est bon en série scientifique, mais son papa dit, moi, je veux que mon enfant soit littéraire, alors que vous vous rendez compte que l'enfant a plus d'aptitude. C'est pourquoi on a parlé de approche par compétence. Il peut ne pas être bon en anglais et être bon en PCT. Ça veut dire que c'est pourquoi on dit aucun enfant n'est nul. L'enfant a des aptitudes en fonction des dons que Dieu lui a donnés. Il peut être bon en maths, bon en PCT, ne pas être bon en anglais. Mais je dis cette réforme-là va nous permettre d'avoir beaucoup d'apprenants dans les séries scientifiques parce que au-delà de ce que Kitty dit, il y a des gens qui sont en terminale littéraire. Moi, j'ai fait plusieurs fois les épreuves orales au baccalauréat. Vous vous rendez compte qu'il y a des apprenants devant vous qui n'ont même pas lu un seul ouvrage au programme et qui viennent plancher. Ils ne sont même pas capables de vous donner la liste des ouvrages au programme en terminale AB parce que eux, leur problème, bon, on a trouvé que AB c'est un fourre-tout. Vous allez voir, ceux qui ont suivi les résultats des examens sur les 5 ou 10 dernières années, beaucoup vont en AB parce qu'ils disent qu'on réussit facilement. Vous allez voir le jeune homme a fait bac d'une fois, 2 fois, ça n'a pas marché. La troisième année, vous le voyez, il va atterrir en série AB parce qu'il sait que là-bas c'est plus facile. Donc il faut démystifier les sciences et donner la possibilité aux enfants parce qu'il y a des enfants qui ont la potentialité, mais il y a des professeurs, quand on entendant leur nom, c'était la terreur, on dit si ce monsieur-là doit garder la seconde, c'est autant changer de série. Je n'irai pas là-bas. Voilà, pendant longtemps ça a été comme ça. Sur le sujet, j'ai envie de vous dire, d'indexer très frontalement tous ces enseignants de maths, de physique qui sont comportés pendant longtemps comme de parfaits criminels au plan psychologique parce que ce qu'ils ont fait, pour moi, chaque matière, le premier cours qu'un enseignant doit donner dans sa matière, ce n'est pas le premier chapitre qu'on a mis dans le programme. C'est la philosophie de sa matière. Moi, je suis enseignant dans une matière, c'est le premier cours que je donnerai pour dire aux enfants, voici en quoi le cours que je vais vous donner va vous être utile dans votre vie. Et je vais leur donner les clés pour devenir amoureux de ce cours-là. Dès que vous êtes amoureux des mathématiques, on vous donne les clés là. Ça ne vous fatigue pas. Ça devient comme un jeu pour vous. Comme les autres matières aussi. Comme il a dit tout à l'heure, il y avait des enseignants, quand ils mettent les pieds en classe, ils veulent voir si tout le monde est en train de trembler. D'accord ? Et ils vous regardent, même vous disent, mais comment c'est pas n'importe qui a... quand tu as... Avant une interrogation, on vous dit que le premier aura 5. Vous voyez des choses comme ça, pédagogiquement, qu'est-ce que ça a apporté? Mais deuxième chose, ça a continué jusqu'à l'université. J'ai des cousins qui se sont inscrits en maths physique à l'université. Et vous avez des enseignants qui disent, bon, il y a tel nombre d'étudiants en première année. Ils décrètent avant les compositions que c'est tel nombre qui irait en deuxième année. Cette période-là est révolue. Oui, cette période est révolue, mais ceux qui ont été formés, s'ils ont été formés dans cette psychologie-là, c'est parfaitement comme les patrons et les patronnes que vous avez dans les ateliers là, d'artisans. Ils frappent les enfants n'importe comment, ils vous disent c'est comme ça que moi j'ai été formé. Donc il faut qu'on se débarrasse. C'est pas forcément la meilleure méthode. Non, il faut démystifier tout ça. Et puis pour moi, il n'y a pas une tête qui est faite exclusivement pour faire de la littérature, une tête qui est faite exclusivement pour faire autre chose. Et je finis en disant, c'est dommage, j'ai répété plusieurs fois à qui veut m'entendre, qu'on ne doit pas aller à l'école
des notions. On doit aller à l'école de la vie. C'est-à-dire que Moïse Soudé a dit niet à son père et à ses parents quand on a voulu le mettre en série C. Parce que je parie que depuis ce temps, lui, il visait déjà, il avait des aspirations pour devenir journaliste, pour devenir enseignant d'une matière de littérature. Il avait un penchant pour la communication. Et donc, il a dû entendre de quelqu'un qu'il faut aller vers cette série-là pour qu'il puisse vite s'en sortir. Donc, il faut beaucoup plus écouter la passion de l'enfant. Le travail que vous faites, la Brice Bilaïtidi, excusez-moi beaucoup, excusez-moi 3 fois, si vous regardez le salaire qu'on vous paye depuis que vous êtes journaliste, vous n'alliez pas choisir ce métier. Mais je suis sûr que quand vous faites 2 semaines sans pratiquer le journalisme, sans retrouver le micro, vous êtes malade. Alors qu'en faisant votre passion pour gagner de l'argent, vous vivez même plus longtemps et plus à l'aise qu'en ne cherchant qu'à gagner de l'argent en travaillant. Donc, tous les enfants et tous les parents qui choisissent mal les filières ou bien les raccourcis pour leurs enfants, c'est juste parce que dans leur tête, il faut que l'enfant ait le diplôme, point. Et après, quand les gens n'ont pas le boulot, quand ils ne peuvent pas avoir plusieurs cordes à leur arc, on dit ah non, il n'y a pas emploi. Alors que l'enfant a passé le temps. Je vais vous donner un exemple. On va finir sur le sujet. Pour finir, un garçon, 30 secondes. Un garçon qui passe de la 4e en 3e avec 14 de moyenne, et son papa lui a fait reprendre la 4e. Vous savez pourquoi? Il dit non, il n'a pas 17 en PCT. Donc il faut qu'il reprenne la 4e. Pourtant, il a eu 14 pour passer en 3e. Il dit non, il n'ira pas en 3e. Il va reprendre la 4e parce qu'il devait avoir 17 en PCT. Il n'a pas eu 17 en PCT, donc il reprend. Bon, il y a des parents, le métier qui n'ont pas pu exercer, ils veulent obliger leurs enfants à exercer ça. C'est pas possible. C'est pas génétique. D'accord. C'est pas trop fort de dire. À côté de ces enseignants dont je parle, ils sont parfaits criminels également, Anne Griffe. Parce que tu es la tête d'un enfant, tu es un avenir, une passion pour lui. Il n'y a pas plus grave crime que ça. Voilà. On va certainement revenir parce qu'il va devenir quelque chose qu'il n'a pas voulu devenir. On va certainement revenir sur le sujet, Jules-Léandre Kéti. On va souhaiter du courage et bonne chance aux candidats. Alors, deuxième sujet, vous savez que les relations entre le Bénin et le Niger sont tendues depuis le coup d'État à Niamey. Ces relations tournent depuis quelques mois au bras de fer avec pour point d'achoppement l'ouverture des frontières communes et le chargement du pétrole nigérien dans les eaux béninoises. La tension est encore montée d'un cran avec l'annonce au Bénin de l'arrestation de 5 Nigériens au port de Semepodji qui s'étaient introduits sur le site sans décliner leur identité selon la justice béninoise. Au moins 2 d'entre eux sont, selon cette même justice, des agents nigériens au service du régime de Niamey qui se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Que se passe-t-il réellement avec cette interminable crise? Je vais rester avec vous, Jules-Léandre. On est malheureux. Je le suis dans mon fort intérieur. Voilà un serpent qui se mord par la queue tout le temps. On a l'impression, malheureusement, on est en train de donner raison à Moïse. Il était frontalement contre sa posture, à savoir que c'est comme si, tout ce que nous disons là, c'est autre chose qui fait que il y a bras de fer entre le Bénin et le Niger. Y a-t-il des noms dit? Non, assurément. Ici la dernière fois. Assurément. Et je me suis réjoui de ce que Cotonou a plus parlé, c'est-à-dire que au plus haut niveau, le chef de l'État béninois a dit tout ce qu'il sait ou tout ce qu'il estime être utile à dire à la population. Je trouve que c'est très bien et après il s'est tué. Mais au niveau de Niamey, je pense qu'on est suffisamment dans la provocation. Il est établi quand même que les autorités nigériennes n'ont pas pu démentir quelques précisions données par le procureur spécial de la Criette à Porto Novo. À savoir que, par exemple, ces citoyens nigériens, fut-ils des agents de WAPCO Niger, n'ont pas pris part l'entrée officielle. Ça signifie quoi quand vous êtes un agent officiel? Et dans un contexte où vous savez que si on rencontre 2 Chinois et on rencontre un Nigérien dedans, les agents des forces de défense et de sécurité ici au Bénin vont plus contrôler le Nigérien parce que le contexte de suspicion est là. Et même c'est de la même manière que si des Chinois allaient à Niamey pour des opérations autorisées avec des Béninois, ces Béninois vont être surveillés parce que le régime de transition au Niger va se dire « Ah, mais est-ce que par hasard, ces personnes-là ne sont pas des gens suspects ?» La preuve, le procureur spécial
est allé jusqu'à dire que les renseignements dont les autorités béninoises sont en possession font état de ce que il y a des relents, des velléités visant à porter atteinte à la sûreté de l'État au Bénin par des agents au service du régime de Niamey. Mais je suis extrêmement surpris, excusez-moi la tautologie, je suis surpris de la surprise marquée par les autorités nigériennes. Parce que quand elles restent là-bas pour dire mais il y a des bases militaires au Bénin et il y a des centres de formation de terroristes au Bénin pour aller déstabiliser le Niger. Mais quand le Bénin leur demande la preuve, ils se disent et ils sont convaincus de l'affaire. Mais qu'on puisse dire simplement qu'on soupçonne atteinte à la sûreté de l'État, et mieux, les gars ne passent pas par l'entrée principale. Ils se font établir de faux badges d'agents. Maintenant, pourquoi dans ce contexte, même s'ils étaient des agents réguliers de la société, pourquoi ils ne demandent pas leur autorisation spéciale? Ah, nous voici, nous sommes venus pour de manière régulière. Mais et les autorités nigériennes disent gaillardement: ah, mais c'est les Chinois, c'est la société chinoise qui les a appelés, ils sont autorisés, eux ils n'ont pas besoin de demander quelque autorisation que ce soit. C'est vrai que Cotonou et nous tous nous avons demandé aux autorités béninoises, le chef de l'État a montré qu'il est à l'écoute de son peuple. Nous avons demandé qu'on mette la balle à terre, à la limite, je me demande si Cotonou n'a pas fait profil bas, un peu pour dire, mais au nom des intérêts du peuple, on parle le langage un peu plus doux, ça a été le cas. Mais est-ce que c'est pour ça que pour les raisons d'État, on n'interpellerait pas des gens qu'on soupçonne ne pas pouvoir agir la escalité, ne pas donner toutes les garanties de fiabilité. Maintenant qu'on ait trouvé même des agents qui sont au service de la junte militaire, mais vous savez, ce qui fait qu'on déstabilise un pouvoir dans un pays, très souvent, et dans la plupart des pays africains où ça s'est produit, ça a été toujours, les grands rôles ont été toujours joués par des agents qui sont venus d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il est établi, d'ailleurs le procureur spécial ne l'a pas dit, jusque-là, c'est des soupçons, et ça va être confirmé ou infirmé après, mais c'est un État responsable qui interpelle ces personnes-là. C'est pas parce qu'on craint de mettre de l'huile sur le feu qu'il ne fallait pas interpeller ces personnes-là. Donc le Bénin a bien fait. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que très rapidement, le dossier soit connu de la justice et que on puisse vite trancher ça, parce que plus ça dure, la preuve du côté du Niger, on s'est empressé de dire on ferme les robinets, le pétrole ne va plus couler vers ses mains. Bon, cette menace, je dis, c'est tout le monde qui perd, y compris le Niger. J'ai entendu hier, et j'ai rigolé à gauche déployée, que le Niger décide finalement de raffiner son pétrole sur place. J'ai posé la question de savoir mais pourquoi il l'aurait pas fait. En 2025 déjà. Bon, alors 2025, mais avant 2025, s'ils s'entendaient avec Cotonou et que le brut passait par là, au moins ils se seraient fait une manne financière assez solide qui les aurait aidés à aller plus vite d'ailleurs dans l'installation de cette raffinerie. Rappelez-vous, dans l'histoire, quand vous l'interrogez, c'est pas pour la première fois que le Niger a voulu installer une raffinerie, a voulu installer pour les questions d'énergie par exemple des barrages, et il a suffi que le Nigeria dise bon, nous on a la possibilité de faire pour que le Niger compte sur le Nigeria, et dès qu'il y a eu conflit avec la CEDEAO, le Nigeria a coupé. Donc vous il faut que le Bénin peut toujours espérer. Oui, le Bénin peut toujours espérer, mais je pense que les autorités béninoises sont dans une attitude responsable, mais je souhaite que ça ne traîne pas, parce que plus ça traîne, plus ça envenime la situation. Cela ne veut pas dire que les gens ont tort du côté de Cotonou d'interpeller ces agents-là. Ils peuvent être franchis après. Sur la question, j'ai envie de dire, il y en a marre, quoi. Parce que, moi je dis, la sortie du procureur spécial de la Cueillette, on aurait pu finir les enquêtes. Si tant est qu'ils sont rentrés de façon frauduleuse sur le site, qui leur a permis d'avoir accès au site? Les faux badges dont on parlait, qui leur a fait les faux badges? Il faut situer les responsabilités. Non, mais le procureur spécial a été clair. Il a dit qu'il y a eu une complicité de l'administrateur de l'entreprise chinoise. J'ai dit qu'il faut situer donc, les responsabilités. à ce niveau qu'on parce qu'ils sont pas passés... ils sont passés par l'aéroport international Bernardin Ganté de Cotonou. Ils ont eu accès au territoire, ils ont fait un vol régulier, ils sont arrivés. Moi je dis, on aurait pu attendre de rassembler tous les éléments avant, parce que vous voyez,
vu la réaction du Niamey. J'avais dit ici la dernière fois, action appelle réaction. J'ai vu comment des gens étaient en train de lyncher mon pays. J'ai vu ça sur pratiquement beaucoup de chaînes. Bon, le Bénin était devenu... je n'ose pas répéter certaines notices. Moi, ça m'a un peu choqué que j'ai dit, mais à qui profite? J'ai posé la question, je vais toujours là. À qui profite la tension entre le Bénin et le Niger? À qui profite la tension entre le Bénin et le Niger? Et je dis il y a des non-dits qui finiront par un jour pas être mis devant tout le monde parce que je comprends pas. Et puis c'est du tac au tac. Et puis bon, si tant est que tout le monde aime son peuple, je dis, il y a des choses que nous devons éviter de part et d'autres parce que chaque jour, il y a des déclarations. Moi, j'ai vu un journal béninois placardé à la une des terroristes. Quelle preuve de ce journal-là dispose pour dire ce qu'il a dit là? C'est pas parce que le procureur a parlé. Le procureur n'a jamais sorti il faut qu'il y ait un peu de retenue. Oui, même le procureur est sorti pour donner des explications. Mais le procureur n'a pas utilisé ces mots-là. Quand j'ai vu un journal placardé à la une, l'expression terrorisme, ça m'a posé un problème. Qui a sorti l'expression? C'est vrai qu'il faut déplorer ça du côté de Cotonou, mais vous feriez plus justice en parlant également de ce qui se passe à Niamey. On parle d'un ministre béninois et un journaliste dit là-bas à la télévision nationale que le ministre béninois fait montre de désinvolture. Mais vous ne m'aviez pas suivi. J'ai dit, ce que j'entends dire de mon pays, ça ne me plaît pas. J'ai suivi beaucoup de chaînes. Et personne n'est l'ami du Bénin. Sur cette chaîne-là, aucun journaliste, aucun analyste politique n'est l'ami du Bénin. À la limite, mais les gens utilisaient des expressions qui m'ont fait mal. Mais je dis, il faut qu'on arrête. Jusque à quand cette crise-là va durer? Et est-ce qu'on pense réellement aux populations? Parce justement, j'allais vous poser la question. Sur le pipeline, il y a des gens qui sont recrutés pour travailler. Est-ce que ceux-là ne vont pas perdre le boulot parce que Niamey menace à donner l'ultimatum et puis ça va dans tous les sens? Non, Niamey a fermé. Systématiquement, si ça ne coule plus, ceux qui ont été recrutés pour faire le travail, ils vont se retrouver à la maison. Et ça, voilà les dégâts collatéraux de cette crise-là. Moi, j'appelle ça pseudo-crise qui oppose le Bénin et le Niger. Mais il faut que les gens se parlent. Le chef de l'État béninois et son homologue du Niger peuvent se parler. Mais ceux qui sont autour, vous avez souhaité la dernière fois que quand ils se parlent, qu'ils ne nous en informent pas. Donc, mais oui, c'est tellement qu'ils se parlent. Je dis ceux qui sont autour, que ce soit du côté du Niger, du côté du Bénin, qui font la gorge chaude, n'arrangent pas les choses. Je dis, on n'est pas obligé. Vous savez, les deux protagonistes se parlent. C'est comme quand il y a guerre, il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait guerre parce qu'il y a des gens qui vont vendre les armes, il y a des gens qui vont... Écoutez, il faut qu'on arrête ça parce que moi, ça commence pas à m'embêter un peu. Mais j'ai vu honnêtement des journalistes qui n'étaient pas capables de parler de mon pays sur des chaînes internationales raconter des coups. J'ai dit, mais... Bon, quelque part, ils montrent aussi leurs limites. Je dis non, c'est comme un Togolais, ancien ambassadeur, qu'on va tous les jours faire des incantations pour parler du président béninois, comme si c'est de cela qu'il s'agit quand on doit faire une analyse. Si quelqu'un veut étaler son culture aussi, on va le laisser finir. Si les autres étalent leur culture, j'ai dit, en week-end, j'étais sur un plateau, j'ai dit, c'est pas parce que les autres parlent qu'on va parler. Ceux qui écoutent, ceux qui parlent et ceux qui écoutent le silence des autres, ils pourront déduire parce que on ne sait pas d'ici à ce soir ce qui va se passer, on ne sait pas d'ici à demain ce qui va se passer. Tout compte fait, cette crise-là, ça touche des Béninois, ça touche des Nigériens, mais bon, les hommes politiques, on s'en fout quoi. Il faut se régler les comptes quand on va finir. Parce que quand les éléphants se battent, ce sont les élèves qui en pâtissent. Ceux qui n'ont les petits commerçants, les petits gagne-pain. Si moi je suis journaliste, si j'ai envie d'aller faire un reportage à Niamey aujourd'hui, il faut que je puisse le faire, pas sans que ce ne soit forcément. Mais pour moi, c'est une situation pas bon. Si je me mets là-bas tout de suite, on me dira, mais ça c'est un agent du pouvoir de Cotonou pour venir nous déstabiliser. Si on rencontre un journaliste venu directement de Niamey aujourd'hui pour dire qu'il veut faire des investigations ici sur des sujets donnés, je parie que même si on ne l'inquiète pas, il sera suivi comme du lait sur le feu. Je pense que ce degré de vous savez, il faut qu'on arrête ça. Et peut-être qu'il faut que nous-mêmes aussi on en parle très peu. Mais ce qui va se passer, ce qui va se passer, qui se passe, moi j'aurais bien souhaité qu'on ne parle plus de ce sujet-là dans la presse. Qu'on n'en parle plus. Bon, on va commencer par vous. Oui. Mais moi, parce que qu'on n'en parle plus. En demandant de ne pas en parler tous les jours, vous en parlez. Non, qu'on n'en parle pas. Excusez-moi, quand on peut en parler, donner des explications, mais
pas dit ce que les gens disent là. Ça va apporter quoi? Moi, je dis, il faut que on prenne de la hauteur par rapport à la situation. Maintenant, on a suffisamment parlé, on a suffisamment grogné, on a suffisamment déblatéré. Donc, il faut qu'on se taise. Donc, il faut qu'on se taise pour laisser évoluer, parce que il y a des gens. Moi, j'ai fait une émission le week-end avec le patron des transporteurs, mais ils en souffrent. Ils en souffrent parce que vous imaginez, quand les camions sont en retard, les avaries, le propriétaire de la marchandise déduit de ce qu'il doit payer au transporteur le coût des avaries. Lui, il lui fait supporter les avaries. C'est une plus question de dire on va supporter à charge égale. Il dit non, c'est toi qui as retardé ma marchandise, donc je déduis le prix de l'avarie. Et parfois même des gens transportent les marchandises et à la fin ils n'ont rien. Et la personne qui n'est pas interrogée, c'est chez l'épouse du petit conducteur de ce camion, de ce Titan. Quand lui finit de déposer les marchandises du côté de Niamey ou du Nigeria, il ramène du charbon, il ramène de l'oignon. Et vous ne pouvez pas imaginer quand le simple chauffeur, il cesse de conducteur, il n'a plus de boulot. Même les petits chargeurs. Voilà. Et quand il y a des gens, transporteurs et autres. Ils en prennent l'eau très bien. Il faut voir ce petit citoyen-là qui a besoin de vivre ou de survivre tout au moins pour éviter d'être un cas social, pour éviter de tomber dans les déviances si entre-temps il était un esprit faible. Merci Jules Léandre Ketty, Alphonse Moïse Soudé. Vous étiez dans ce studio pour Actu et Débat 2 ce lundi. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres sujets que nous n'avons pas pu aborder. On va y revenir. Que le lundi prochain, on va avoir plus de temps. Bien sûr. Brice Bill a été dit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Actu et Débat. Brice Bill a été dit.